Salut à toutes et à tous, c'est Revanino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Alors j'ai décidé de changer un petit peu d'introduction. Dans les introductions précédentes, je parlais de la vidéo qu'on avait fait avant, donc je vais arrêter de le faire parce qu'en fait je me suis rendu compte que l'ordre de mes vidéos est susceptible de changer. Donc au cas où, lorsque je vous parlerai d'une notion qu'on a vue précédemment, je vous mettrai un petit lien, comme ça je vous ferai un petit signe et je mettrai un petit lien en description pour aller voir la vidéo qui parle de la notion en question. Alors dans cette vidéo, on va s'attaquer à une notion qui est encore une fois plus que fondamentale, donc comme je l'ai dit, de toute façon, toutes les vidéos que j'ai fait depuis le début sont des notions fondamentales, mais là vraiment on s'attaque à quelque chose qui est du même ordre que les fonctions ou les variables. C'est quelque chose qu'on va utiliser vraiment en permanence en programmation, pas qu'en C++, c'est vraiment quelque chose qui est propre à tous les langages de programmation. Donc les syntaxes évidemment varient d'un langage à l'autre, mais fondamentalement c'est quelque chose dont on se sert dans absolument tous les langages de programmation, et il s'agit des structures conditionnelles. Alors qu'est-ce qu'une structure conditionnelle? Une structure conditionnelle, en fait, c'est un certain nombre d'instructions qui vont permettre en fait de tester si une condition est vraie ou non. Ça, c'est vraiment la base de ce que fait une structure conditionnelle. Entrons immédiatement dans le vif du sujet. Donc là, j'ai créé un nouveau projet, un projet vide. J'ai recommencé à zéro parce qu'il y avait du code précédent avec lequel j'ai pas voulu qu'on s'encombre. Donc on va tout de suite commencer et on va parler du premier mot-clé de la première structure conditionnelle. Il s'agit du mot-clé if. Alors le mot-clé if, comme son nom l'indique, en fait, c'est quelque chose qui va tester si une condition est vérifiée ou non. Alors sans plus attendre, on va prendre un exemple oral déjà pour commencer. Prenons l'exemple d'un personnage dans un jeu vidéo. Ce personnage-là, en fait, il a évidemment un état dans lequel il est en vie et un état dans lequel il est mort. De base, évidemment, il est en vie, mais imaginons qu'il se passe quelque chose, il y a une action qui est perpétrée à son encontre, comme par exemple des dégâts ou quelque chose qui va faire en sorte de le tuer. Et bien, en fait, au moment où il va atteindre 0 point de vie, et bien, il y a une variable qui va être attachée à ce personnage, qui va s'appeler par exemple isAlive, et lorsqu'il est mort, elle va renvoyer faux, et lorsqu'il est en vie, elle va renvoyer vrai. Et donc, à partir du moment où il est mort, et bien, il va évidemment se passer des choses différentes que lorsqu'il est en vie. Par exemple, lorsqu'il est mort, au moment où il est mort, on va exécuter une partie du code, une instruction comme par exemple une fonction qui lancerait par exemple l'animation où il meurt. Ensuite, on bloquerait les user input. Ce qu'on appelle les user input, ce sont les boutons. Donc on ferait en sorte, si jamais le personnage est mort, qu'en fait on ne peut plus le contrôler, on ne peut plus le faire bouger, avancer, reculer, sauter, etc. Et par exemple, si il existait un moyen de faire revivre le personnage, eh bien on repasse la variable de type bool isAlive en vrai, et à ce moment-là on réactive par exemple les inputs qui vont nous permettre en fait de refaire ce qu'on pouvait faire avant quand il était en vie, c'est-à-dire se déplacer, effectuer un certain nombre d'actions. Donc sans plus attendre, on va prendre un exemple cette fois écrit. On va déclarer une variable de type booléenne. On a vu ce que c'était qu'une variable booléenne dans la vidéo sur les variables, donc je le rappelle. En général, une variable de type bool, ça peut prendre deux valeurs, donc la valeur vraie pardon, et la valeur fausse. Et donc on va appeler cette variable isAlive et on va l'initialiser à true. Maintenant, on va commencer et on va déclarer notre premier mot-clé if. Donc tout simplement, on commence avec if, il n'y a rien de plus simple. Et en fait, ici dans les parenthèses, on va préciser la condition. Et donc on va prendre en fait notre variable isAlive et on va introduire un nouvel opérateur égal. Alors égal, attention, ce n'est pas un opérateur d'assignation comme le égal simple. Là, c'est vraiment un opérateur d'égalité. Il va en fait vérifier que ce qui est stocké dans cette variable isAlive, donc en l'occurrence une variable de type bool, est égal à true. Donc là, c'est le cas. On a initialisé notre variable isAlive à true, et donc ce if va forcément être vrai pour l'instant. Alors on pourrait faire ceci, à l'instar d'une fonction, mettre en fait nos instructions entre accolades dans un if. Donc c'est obligatoire de le faire lorsqu'on a plus d'une instruction. En revanche, lorsqu'on n'a qu'une seule instruction, là on va en avoir qu'une, on n'est pas obligé de le faire, on peut mettre ça sur la même ligne, ou alors on peut mettre ça sur la ligne suivante et il va faire automatiquement une tabulation. Donc là, on va rester sur la même ligne, c'est plus clair, enfin c'est sur une seule ligne, on n'encombre pas notre programme. Et on va afficher par exemple votre personnage est en vie. Voilà. On va mettre un petit stdendel pour revenir à la ligne. Et là, si on exécute le programme, en fait, on va voir ce qui se passe. Évidemment, on a votre personnage est en vie. Comme je l'ai dit, je le répète, on initialise notre variable bool isAlive à true. Ici, en fait, ce qu'il fait, c'est une vérification. Si isAlive égale true, alors j'affiche ce message. Et effectivement, c'est le cas puisque isAlive est égal à true. Maintenant, si je change ceci par false, que je réexécute mon programme encore une fois, on n'a rien qui s'affiche.
On n'a rien qui s'affiche parce que le if n'a pas été exécuté. Il a fait une vérification, il a regardé si isAlive était égal à true. Ce n'est pas le cas. Donc en fait, il n'exécute pas ce qui se trouve à la suite du if. Ça aurait été pareil si on avait eu une suite d'instructions, plusieurs instructions à l'intérieur des accolades. À partir du moment où il ne rentre pas dans le if, que la condition n'est pas vérifiée, il ne va rien exécuter et il va passer à la ligne suivante. Il va sortir du if. Alors, on va utiliser un deuxième mot-clé, donc le mot-clé else, qui veut dire en fait autrement. Si jamais ce qui est dans le if n'est pas vérifié, n'est pas validé, eh bien on va exécuter ce qu'il y a dans le else. Donc le else, tout simplement, on écrit else. Et là, en fait, on n'a pas besoin d'utiliser des parenthèses, on n'a pas besoin de faire comme le if et de préciser une condition, tout simplement parce que, de toute façon, là, dans notre cas de figure, si isAlive n'est pas égale à true, elle est forcément égale à false. Étant donné que c'est une variable booléenne, elle peut soit être dans un état, soit dans l'autre. Donc si elle n'est pas dans le premier état, elle est forcément dans le second. Donc là, on va exécuter une autre ligne de code, un autre message qui dit « Votre personnage est mort ». Donc là, si on exécute le programme, voilà, votre personnage est mort parce qu'il l'a vérifié dans le if et étant donné que la condition n'est pas vérifiée dans le if, il a sauté, il est passé au else et il a exécuté ce qui se trouvait dans le else. Voilà, donc pour l'instant, rien de bien compliqué. On va en revanche complexifier un petit peu notre code. On va modifier le type de variable. On va prendre un autre exemple. Cette fois-ci, on va prendre l'exemple d'une note d'un élève qui pourrait être nous, par exemple. On va imaginer que ce soit nous. Et en fait, en fonction de la note qu'on a, on va avoir par exemple notre professeur qui va nous corriger, qui va avoir un barème. Et en fonction de notre note, on va avoir un comportement différent dans notre programme. Par exemple, si notre note est inférieure à 10, alors c'est plutôt médiocre. Si le résultat de notre note est entre 10 et 15, on va dire que c'est plutôt correct. Et si notre note est entre 15 et 20, on va dire que c'est du très bon travail. Donc là, on va modifier tout de suite notre variable isAlive. On va d'ailleurs la supprimer totalement. On va déclarer une variable int note qu'on va initialiser, je ne sais pas, par exemple à 8 pour l'instant, pour commencer. Et là, on va modifier tout ce qui se trouve dans notre if et on va faire quelque chose d'autre. On va changer nos conditions. On va dire par exemple if note est supérieur. Alors là, j'introduis des nouveaux opérateurs, donc les opérateurs de comparaison. Donc il y en a 4. Le premier, c'est strictement supérieur à. Ensuite, on a strictement inférieur à. On a supérieur ou égal à et inférieur ou égal à. Donc si vous avez été au collège ou même en primaire, collège, vous connaissez ces opérateurs. C'est très simple, c'est simplement pour comparer deux nombres. Donc si notre note est supérieure à 15, on va dire supérieur ou égal comme ça. Non, on va dire strictement supérieur à 15. Notre professeur, en fait, va nous faire une remarque pour nous dire que très beau travail, par exemple. Là, j'introduis un troisième mot-clé qui s'appelle else-if. Alors, il faut savoir que else-if, en fait, c'est pas vraiment un mot-clé à part entière. C'est simplement un if dans un else. Voilà. C'est rajouter, en fait, des branches de conditions. Si on rentre pas dans le if, on teste autre chose. Il y a un else-if. Donc, si jamais c'est pas le cas et que c'est autre chose, on teste ceci. Et en revanche, on va toujours utiliser le else parce que on veut qu'il y ait une sortie. Si jamais aucune des conditions précédentes ne sont validées, il faut qu'on puisse sortir. Donc, grâce au else, on va pouvoir sortir. Donc là, je rajoute else if. En revanche ici, contrairement au else et à l'instar du if, il faut rajouter une condition, évidemment, parce que on ne gère pas tous les autres. On veut vraiment gérer un cas spécifique. Et donc on va dire note inférieure ou égale à 15. Et alors ça, c'est encore un nouvel opérateur. Je sais que j'en introduis beaucoup dans cette vidéo. Je ferai probablement une autre vidéo où vraiment je rentrerai dans les détails sur ces opérateurs-là bien spécifiquement. Il faut savoir que le double ampersand, c'est simplement, enfin le doublé commercial, c'est simplement un opérateur logique. On appelle ça un opérateur logique. C'est un opérateur en fait qui nous permet de tester plusieurs conditions dans une condition. Je vais vous montrer, je vais vous donner l'exemple tout de suite. Je vais finir ma ligne de code. Et note supérieure à 10. Alors ici, qu'est-ce que je fais? En fait, tout simplement, ceci est un intervalle. Pourquoi? Parce que je teste si la note est inférieure ou égale à 15 et si la note est supérieure à 10. Donc si elle est supérieure à 10 et inférieure ou égale à 15, ça veut bien dire que notre note se trouve entre 10 et 15 en fait. 10 exclu, évidemment, puisqu'on a un strictement supérieur. Donc en fait, on a quoi? On a la note de 11, la note de 12, la note de 13, de 14 et de 15. Parce qu'on a utilisé l'opérateur inférieur ou égal, donc du coup, on prend bien le 15 est inclus. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire lorsque cette condition va être remplie? On va afficher par exemple travail correct. Travail correct. Ici, on va mettre un point d'exclamation. Voilà. Et pour finir, forcément, si notre note n'est pas supérieure à 15, ne se trouve pas entre 10 et 15, ça veut dire qu'elle est forcément inférieure ou égale à 10. D'ailleurs, en fait, non, je vais plutôt faire comme ça. Je vais mettre supérieur ou égal à 10 parce qu'on veut quand même inclure le 10. On veut que ça fasse un truc rond. Donc, on veut que notre note soit inférieure à 10. Si elle est inférieure à 10, notre professeur va par exemple faire la remarque travail médiocre. Voilà, par exemple. Donc là, qu'est-ce qui va se passer quand on va exécuter ce programme? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. C'est vraiment pas compliqué.
Voilà, je lance le programme, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et on a bien travail médiocre. Alors oui, comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, mettre des accents dans des chaînes de caractères, il n'aime pas trop. Ça fait, vous voyez, des caractères un peu bizarres. Donc on va mettre simplement un E ici, on comprendra très bien. Donc là, si je relance le programme pour que ça soit vraiment propre et lisible, on a bien travail médiocre qui s'affiche. Donc là, effectivement, on a 3 possibilités. On a soit notre note qui est supérieure à 15, donc on n'a pas mis de plafond, parce qu'on sait qu'une note, ça ne peut pas dépasser 20. Bon là, effectivement, je pourrais très bien mettre, par exemple, 28, qui n'est pas une note valable, mais le programme, lui, il ne le sait pas, donc il va se contenter en fait d'afficher très beau travail, puisqu'on est rentré dans cette structure-là, on est rentré dans le if, puisque notre note est supérieure à 15. On va considérer que c'est le cas, on va considérer qu'on ne va pas prendre d'exemple au-delà de la note de 20. Donc évidemment, si je prends la note de 20, on va avoir évidemment très beau travail. Maintenant, si je prends un autre exemple, si je prends la note de 16, on a évidemment également très beau travail qui s'affiche. Maintenant, si je prends la note de 12 par exemple, à votre avis, où est-ce qu'on va rentrer? Dans quelle structure on va rentrer? Dans le if, dans le else if ou dans le else? Pareil, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, c'est vraiment très simple. Je lance le programme. Et voilà, on rentre dans travail correct. Pourquoi? Parce que 12, c'est bien entre 10 et 15. La logique, en fait, aurait voulu que je mette d'abord note supérieure ou égale à 10 et note inférieure ou égale à 15, mais ça revient exactement au même, c'est pas très grave. Donc maintenant, évidemment, si je mets 0, eh bien, on a un travail médiocre, c'est même pire que médiocre, 0 c'est un travail nul où rien, où absolument rien n'a été fait. Voilà pour les structures conditionnelles en if, else if et else. Alors on va passer au type de structure conditionnelle suivant, ce sont les switch. Alors les switch, leur utilisation est relativement différente des structures conditionnelles en if et else. Pourquoi? Parce que en fait dans les if, je rentrerai pas dans les détails, mais en gros on fait ce qu'on appelle une recherche linéaire qui nous permet en fait de faire des itérations, de trouver en fait des valeurs qui sont inférieures, supérieure ou égale à telle valeur ou de chercher des valeurs à l'intérieur d'un intervalle. Dans les switch, en fait, c'est pas possible de faire ça. Les switch, ils font ce qu'on appelle de la recherche binaire et les switch, il faut en fait leur préciser des valeurs spécifiques. On peut pas faire des recherches, on peut pas faire des tests sur des intervalles ou des valeurs supérieures ou inférieures à une valeur spécifique. Alors tout ceci, on va le commenter. On va peut-être garder note parce qu'on va reprendre le même exemple dans le switch, c'est pas très grave. Alors le switch, comment on le déclare? Tout simplement comme ceci, on fait switch, donc le mot-clé switch, et là entre parenthèses, donc à l'instar du if, on met en fait entre parenthèses la condition, la variable qu'on veut tester. Donc là, on va garder la variable note. Alors cette fois-ci, pour les switch, on est obligé de mettre des accolades, on est obligé de rentrer, si vous voulez, le code à l'intérieur des accolades parce qu'il y aura au minimum 2 lignes en fait dans les switch. Alors comment est composé un switch? Il est composé en différents cas, donc qui s'appellent des cases, qui ont leur mot-clé case, et en fait dans chaque case, on va y mettre l'instruction qu'on veut exécuter en fonction de la valeur du case en fait. Il faut savoir que la valeur du case doit correspondre en fait à la valeur de la variable qu'on teste. Je m'explique tout de suite. Par exemple, on a notre premier case ici. En fait, il faut que le numéro de notre case, si vous voulez, corresponde à la valeur qui est stockée dans la variable qu'on teste. Là, par exemple, si on veut faire quelque chose, si notre note est égale à 0, eh bien on va appeler notre case 0. On met 2 points, c'est la première fois qu'on utilise 2 points. En fait, ça veut dire qu'on est dans le case 0. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher par exemple un message comme ceci. Donc là, si on a 0, on va mettre par exemple travail minable. Bon, c'est un peu méchant, mais c'est pour l'exemple. Et là, on a fini le case. Alors, je vous préciserai par la suite, il faut toujours mettre le mot-clé break à la fin de chaque case pour qu'en fait, il n'exécute pas tous les autres à la suite. Mais pour l'instant, je vais me contenter de ne pas le mettre et déjà de vous montrer la structure basique d'un switch. Donc là, on a un case 1 par exemple. Donc là, c'est vraiment si notre note est égale à 1, il va exécuter ce qui se trouve dans le case 1. Donc là, on va mettre par exemple travail très médiocre. Là, je mets des accents, c'est pas très grave, vous comprenez où je veux en venir. Et là, imaginons qu'on n'ait rien entre la note de 1 et de 7. Donc, par exemple, ça veut dire que les notes de 2, 3, 4, 5, 6 ne seront même pas pris en compte. On met un case, exemple, de 8 et on fait encore une copie, travail médiocre. Là, on continue, on met un case, par exemple, 15. On met bon travail. On continue, on met un autre case, on va mettre case 19. Et on va mettre très bon travail. Très bon travail.
Alors là, on va exécuter ce programme et on va voir que ça va pas se comporter comme prévu. Vous allez voir. Voilà. Tiens, c'est bizarre, il y a tout qui s'affiche. Bon, sans parler des caractères spéciaux qui font un peu n'importe quoi. Les et ont été remplacés par d'autres caractères spéciaux. On a tout qui s'affiche parce qu'en fait, un switch, ce qu'il va faire, c'est qu'à partir du moment où il va rentrer dans la condition qu'il vient de vérifier, donc qui est bonne, si on ne met pas le mot-clé break, en fait, il va afficher tous les cases. C'est-à-dire qu'il ne va pas sortir du switch, il va afficher toutes les instructions qui se trouvent à la suite jusqu'à sortir. Donc ce qu'il faut préciser en fait dans un switch à chaque ligne, à chaque case, c'est un break. Il faut vraiment le mettre partout. Là, je vais le rajouter sur toutes les lignes. Hop. Break. Break. Et break. Et il nous manque encore quelque chose. Il nous manque en fait un cas qui gère tous les autres cas. Donc là, vous voyez qu'on ne peut pas faire des choses sur des intervalles, on ne peut pas préciser, on ne peut pas utiliser des opérateurs de comparaison pour dire voilà, si ta note se trouve entre 0 et 5, travail minable, si elle se trouve entre 5 et 10, travail très médiocre, si elle se trouve entre 10 et 15, bon travail, et si elle se trouve par exemple entre 15 et 20, très bon travail. Ça, on ne peut pas le faire. Et donc, du coup, le switch en fait va vraiment servir dans des cas particuliers. Mais je vais vous expliquer pourquoi en fait après, il est plus efficace dans certains cas que les structures if et else. Donc là, en fait, il faut rajouter quelque chose. Il faut rajouter le case défaut en fait qui va se contenter de break, qui va rien afficher, ou alors on peut le faire afficher par exemple votre note n'est pas valable. Par exemple, si on rentre une note qui est supérieure à 20 ou qui est inférieure à 0, on va avoir quelque chose comme ça qui va s'afficher. Je fais n'importe quoi. Hop, j'ai mis comme ça une chaîne de caractères. Là, on va mettre votre note n'est pas valable. Et voilà. Ça, c'est le défaut case. En fait, c'est un petit peu l'équivalent du else. C'est-à-dire que si il rentre dans aucune de ces conditions-là, si le case 0, le case 1, le 8, le 15 et le 19 ne correspondent pas en fait au résultat du test sur la variable note, eh bien, on va rentrer dans le défaut case, qui est donc un petit peu similaire au else dans les structures en if, et il va afficher ceci. Par exemple, regardez, si je rentre une note de 3, donc on voit que on n'a pas de case pour la note de 3. Du coup, voilà, votre note n'est pas valable. Et vous voyez en parallèle qu'il n'affiche plus aucune ligne en fait. Là, si je reprends un exemple, si je mets 0, le fait d'avoir mes break, le mot-clé break, voilà, ça le force en fait, ça lui dit qu'une fois que l'instruction qui a été vérifiée dans le switch et qui est la bonne a été exécutée, eh bien maintenant tu sors du switch. C'est un petit peu, c'est pas très intuitif, hein. Disons que le switch pour cette raison-là est pas forcément très pratique. On se dirait que normalement il devrait sortir de lui-même. Le if et le else if le font bien, mais le switch malheureusement à chaque fin d'instruction dans un case, il faut toujours terminer par le mot-clé break. On verra bien évidemment ce qu'on appelle les séquences de saut, donc on a déjà vu break, on a vu aussi return dans une fonction, on verra aussi les mots-clés continue et les mots goto et les mots-clés goto dans une vidéo prochaine. Voilà, donc maintenant expliquons rapidement pourquoi, dans quelle situation c'est mieux d'utiliser le mot-clé switch. Alors le mot-clé switch, il faut savoir qu'il est beaucoup plus rapide que le mot-clé if, else. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pas rentrer dans les détails mais je vous explique rapidement, le switch fait une recherche binaire, c'est-à-dire qu'il fait une recherche dichotomique. Il va vraiment faire une recherche sur des valeurs précises et ensuite il va découper en fait, si vous voulez, l'intervalle sur lequel il fait la recherche de plus en plus pour au final tomber sur la bonne valeur. Le if et le else, il fait pas ça. Lui, il fait une recherche itérative. Si vous avez un tableau et que vous faites une recherche en if dessus, il va vérifier chaque valeur jusqu'à tomber sur la bonne. Mais imaginons que la valeur, ce soit la dernière valeur de votre tableau. Si votre tableau a une taille n, par exemple, eh bien, la durée de la recherche, ça va être forcément n-1, puisqu'il va aller du début jusqu'à la fin. Alors que si vous utilisez un switch, à chaque instruction, il va en fait découper le tableau en deux et faire ses recherches sur la partie qu'il a découpée. Si jamais il n'a pas trouvé la valeur dans la découpe qu'il a faite, il va faire une découpe sur la partie inférieure ou supérieure en fonction de la valeur qu'il cherche. Et en fait, à chaque fois comme ça, il va découper pour avoir un intervalle de plus en plus petit jusqu'à s'approcher de la valeur en question et de la trouver. Au niveau algorithmie, c'est vraiment beaucoup plus efficace. Mais le problème, voilà, le mauvais côté des choses, c'est qu'on ne peut pas faire de recherche sur un intervalle avec un switch. On est obligé de préciser des valeurs spécifiques. Et donc, ça peut être utile, par exemple, si vous avez une fonction qui retourne un integer. Imaginons que si on a telle situation, ça retourne 0. Si on a une autre situation, la fonction va retourner 1. Si c'est encore une autre situation, elle va retourner 2, etc., etc. Si on a 10 valeurs de retour possibles, alors à ce moment-là, c'est intelligent d'utiliser un switch parce que le switch, on va utiliser 10 cases et ça va être beaucoup plus rapide pour lui, pour le programme, de tester la bonne valeur en fait. Alors, il y a autre chose qu'il faut savoir quand même, on peut un petit peu se faciliter la vie là avec le switch parce que là, ce qu'on vient de voir, c'est vraiment, on se dit mais quelles applications il peut y avoir en fait au mot-clé switch? Eh bien en fait, sachez que on peut englober des instructions pour plusieurs valeurs. Par exemple, si là, je voulais de 0 jusqu'à 5 afficher par exemple travail très médiocre, en fait, je pourrais faire ceci.
tac, case 2, 2 points, case 3, 2 points, case 4, 2 points, case 5, 2 points. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à chaque fois, on va mettre un espace, moi j'aime bien quand c'est plus propre, comme ça, voilà. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est que pour le case 0, pour le case 1, pour le case 2, pour le case 3, pour le case 4 et pour le case 5, tu exécutes ceci. Donc quand on met rien, en fait, après 2 points, ça sous-entend qu'il va exécuter ce qui se trouve, en fait, dans le prochain case qui aura un corps, en fait, entre guillemets un corps, donc qui aura une instruction, si vous voulez. Donc là, regardez, voilà, j'ai ma note de 3, par exemple, j'ai un bon exemple ici, j'ai pas besoin de modifier la valeur. Si je lance mon programme, voilà, travail très médiocre, parce que le 3, il fait en fait appel à l'instruction qui se trouve dans le case 5. Voilà. Alors il faut savoir également qu'il n'est pas possible malheureusement dans un switch de faire des tests sur des variables de type caractère ou chaîne de caractères. Malheureusement, c'est possible de le faire dans des if et dans des else. C'est pour ça que malgré, si vous voulez, la meilleure performance, la rapidité plus élevée du switch, le fait que le switch soit vraiment utilisable uniquement dans certains cas de figure, on va souvent utiliser les mots-clés if et else à la place parce que c'est beaucoup plus permissif en termes de type de test en fait, si vous voulez, sur les variables. Regardez par exemple, si je commente tout ceci. Donc là, j'ai commenté tout le switch. Je vais décommenter nos structures en if et else. Je vais rajouter, faites pas attention, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que ce std string, je vous expliquerai ce que c'est plus tard. Sachez simplement que c'est une chaîne de caractères, c'est même une classe en fait, une classe chaîne de caractères qui vient de la bibliothèque standard C++. Et je vais appeler ça par exemple remarque, que je vais initialiser à, je ne sais pas, bonjour. Par exemple, on va vraiment prendre un exemple basique. Et là, en fait, on va faire un test sur remarque. On va mettre remarque égale à bonjour. Là, on va enlever le else if, on ne s'en sert pas. Vous savez maintenant ce que ça fait. Et là, en fait, on va mettre la chaîne de caractères est différente. Et là, on va mettre la chaîne de caractères est la même. Voilà. Donc là, si je lance le programme, voilà, la chaîne de caractères est la même. Vous voyez, on peut faire des tests en fait sur des chaînes de caractères, donc que ce soit des const char, enfin des char pointers ou des char array, on verra bien évidemment ce que c'est plus tard. Sachez simplement que ce sont différentes manières en fait de déclarer des chaînes de caractères. Alors la plus utilisée évidemment en C++, c'est le string. Donc il y a plusieurs types de strings, il y a plusieurs classes, il y a les string literals, il y a les strings, il y en a encore d'autres. Je ferai bien évidemment une vidéo là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Sachez que la classe string est énormément utilisée parce qu'elle a beaucoup de fonctionnalités. On peut faire énormément de choses avec, notamment des modifications de lettres dans une chaîne de caractères. On peut par exemple aller chercher le premier caractère, le dernier, on peut faire des itérations, on peut faire des swaps, c'est-à-dire modifier une lettre dans la chaîne de caractères, etc. Des choses qu'on serait obligé de coder à la main si on utilisait des chaînes de caractères de type C. Bref, parenthèse fermée. Vous voyez qu'on peut faire des comparaisons sur des strings dans des structures if, et ceci n'est pas possible en fait dans les switches. Donc voilà, les switches ont un gros avantage en termes de rapidité dans certains cas vraiment particuliers, c'est mieux d'utiliser le switch, mais c'est vrai que dans la majeure partie des cas, étant donné qu'on a la possibilité de faire plein de types de tests différents, le if et le else sont la structure en fait qui est la plus permissive des deux, et du coup on va plutôt favoriser ça dans la plupart des cas. Voilà, donc on va s'arrêter là. Cette introduction donc aux structures conditionnelles, évidemment qu'on utilisera en permanence dans les vidéos futures. Là c'était un peu une mise en bouche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao, ciao.